L'un des objectifs de notre manifestation scientifique, c'est de réfléchir à la paix et à la réconciliation comme héritage de la Grande Guerre et comme constitution de l'identité européenne. Donc c'est à cet aspect que je voudrais réfléchir en 15 minutes. Je vais essayer. Au XIXe siècle, pacifisme et européisme avaient entretenu des liens étroits, car nombre de projets européens avaient été portés par les milieux pacifistes et la question des États-Unis d'Europe avait été inscrite à l'ordre du jour de nombreux congrès pour la paix. La création au lendemain de la Grande Guerre d'une société des nations à vocation universelle semblait devoir reléguer définitivement l'idée européenne au rang des utopies généreuses appartenant au passé. Le caractère mondial de la guerre, les discours du président américain Woodrow Wilson à partir de 1916 avaient contribué à faire triompher l'idée d'une vaste organisation internationale destinée à maintenir durablement la paix. Cette tâche avait été rendue d'autant plus urgente du fait de la grande catastrophe de 14-18, avec ses 10 millions de morts, qui tendait à enraciner un profond désir de paix au sein des populations européennes, qui souhaitaient donc que l'on rende impossible tout nouveau conflit. Or, l'évolution des relations internationales dans les années 20 semble démontrer que les traités de paix de 1919-1920 et la Société des Nations elle-même, que ces traités de paix avaient fait naître, n'étaient pas suffisamment capables d'établir la paix durable en Europe. Le vieux continent faisait face à de multiples tensions, tant sur le plan politique qu'économique, malgré une certaine détente qui caractérise la seconde moitié de la décennie. On en a déjà parlé. Ce que je voudrais faire ici, c'est donc essayer de mieux comprendre comment l'idée européenne, qui a décliné à la suite de la Grande Guerre, parvient de nouveau à s'inviter dans le débat public des années 20 comme le moyen de construire une paix véritablement durable en Europe, fondée sur le rapprochement moral et la coopération concrète des peuples du vieux continent. Évidemment, il faudra souligner les obstacles que l'idée européenne a rencontrés et finalement son impossibilité de déboucher, malgré ce premier âge d'or de l'idée européenne, sur une véritable construction concrète de l'Europe. La Société des Nations, créée donc en 1919, fut la réponse des vainqueurs de la guerre à l'aspiration des peuples à jouir d'une paix durable. Elle gagna incontestablement en popularité au cours des années 20 au sein de certaines élites européennes, mais aux yeux des peuples des États vaincus, elle apparaissait malgré tout trop liée au nouvel ordre international mis en place par les vainqueurs, puisque le pacte de la Société des Nations faisait partie intégrante des traités de paix. Les Allemands en furent exclus jusqu'en 1926 et ils développèrent très majoritairement une forte hostilité à l'égard de cette Société des Nations, société des vainqueurs, défendant les injustices du traité de Versailles, le diktat, le traité de la honte, c'est bien connu. D'autre part, les dispositions du pacte de la Société des Nations ne paraissaient pas suffisamment capables de mettre l'Europe à l'abri de nouveaux affrontements, alors qu'elle se trouvait placée sous le sceau de la rivalité franco-allemande, du fait notamment de l'éloignement du monde anglo-américain des affaires du continent. Les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Versailles, ils ne sont pas entrés à la Société des Nations, alors que c'est le président Wilson qui avait porté en Europe, lors de la conférence de la paix, cette idée. La Grande-Bretagne elle-même souhaitait peser sur les affaires européennes, mais garder sa liberté par rapport au continent. Donc, l'Europe se trouvait sous ce sceau de la rivalité franco-allemande. Il y avait évidemment d'autres germes de conflits en Europe,
notamment dans l'espace danubien et balkanique, entre États victorieux, États frustrés par les nouveaux découpages de frontières. Sur le plan économique, l'Europe était à cette époque divisée par d'innombrables barrières douanières et se ruinait ou semblait se ruiner dans un nationalisme économique épuisant. Je citerai Édouard Herriot, homme politique français bien connu, qui disait que par cette conjonction d'égoïsme, l'Europe va vers la mort. Avec les années 20, donc, n'était-il pas finalement venu le temps d'une accélération du déclin de l'Europe? Certains intellectuels y croyaient profondément à une crise morale de l'Europe. On pourrait citer l'ouvrage notamment d'Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident, mais aussi d'autres auteurs qui partagent cette conception. L'idée finalement que la prééminence de l'esprit européen était en danger, en même temps que l'Europe était là pour maintenir une certaine forme de civilisation, un mot qu'on a déjà utilisé. Je m'appuierai sur les propos du mathématicien et pro-européen français Émile Borel, qui se disait convaincu que la civilisation matérielle, industrielle, qu'étaient en train de bâtir les Américains ou les Japonais, je le cite, s'écroulerait bien vite s'il n'y avait pas ici, en Europe, des philosophes, des savants, des penseurs. D'autres insistaient davantage sur le déclin économique de l'Europe. En 1920, un géographe, Albert de Mangeon, se demande si la Grande Guerre n'a pas commencé pour l'Europe une crise vitale qui présage de la décadence. Son livre s'intitule en 1920 « Le déclin de l'Europe ». Ce débat sur le déclin économique de l'Europe se nourrit d'un sentiment de faiblesse du vieux continent, tant sur le plan financier que commercial, par rapport aux États-Unis, devenus très puissants à la suite de la guerre. Ce qui renforce d'ailleurs une certaine hostilité à l'égard des États-Unis, qui sont considérés comme finalement peu conciliants sur la question des dettes de guerre et qui paraissent comme dangereux vis-à-vis des investissements qui se multiplient en Europe. Les Européens, en même temps, développent une grande admiration pour le modèle américain. Vaste espace économique unifié, production rationalisée, grande taille des entreprises américaines. Les États-Unis servent donc de référence à tous ceux qui appellent à la mise en place d'un grand marché européen comme remède à ce morcellement économique et à ces rivalités entre États européens. Cette prise de conscience des dangers spécifiques qui menacent l'Europe suscite le développement d'une conscience européenne dans les années 20. Souvent, ce sont donc ces nécessités vitales, pressantes, l'imminence d'un danger commun qui créent les fédérations. C'est Georges Sell, un juriste, qui emploie cette formule. L'Europe des années 20 paraît, aux yeux d'un certain nombre d'intellectuels, confrontée à un dilemme assez simple que le français Gaston Rioux résume d'une manière tout à fait concise et pénétrante, et le titre de l'ouvrage sera plus lu que l'ouvrage lui-même. Cet ouvrage, paru en 1929, s'appelle « S'unir ou mourir ». Et c'est effectivement le grand dilemme que rencontre l'Europe des années 20. De ce fait, un véritable débat autour de l'unité européenne connaît, dans la seconde moitié des années 20 surtout, un véritable âge d'or, un courant pro-européen donc assez solide. Ce courant est porté par des organisations militantes qui se consacrent à la promotion de l'idée européenne, et c'est finalement là une nouveauté dans l'histoire de l'Europe. Il n'y avait pas eu de mouvement de cette nature avant 1914. Ces groupements attirent à la fois des élites politiques, économiques ou culturelles. Elles ont une grande variété de contours et d'objectifs. Certaines sont à but plus spécifiquement économique, l'Union douanière européenne, par exemple, créée en 1925. D'autres ont des objectifs plus intellectuels, culturels, comme le Kulturbund,
traduit en français comme Fédération des unions intellectuelles, qui a été fondée à Vienne par le prince Karl Anton Rohan. Ou alors d'autres ont des objectifs plus vagues, plus généralistes, comme l'Union pan-européenne fondée à Vienne en 1924 par le célèbre aristocrate austro-hongrois Richard Coudenhove-Kalergi. Ou aussi un mouvement français qui s'intitule le Comité fédéral de coopération européenne, fondé un peu plus tard, en 1928, par le mathématicien Émile Borel, dont je vous ai déjà parlé. Ces associations, donc associations privées, tentent, avec des succès variés, d'essaimer dans toute l'Europe et tissent un réseau important de comités nationaux. Par exemple, au début des années 30, l'Union douanière européenne dispose d'une vingtaine de comités plus ou moins actifs implantés à travers toute l'Europe. Un certain nombre de congrès européens reçoivent un écho médiatique important, comme par exemple le premier congrès pan-européen tenu à Vienne sous la houlette de Coudenhove-Kalergi en octobre 1926, qui rassemble 2000 participants, ce qui est un chiffre quand même tout à fait important, peut-être gonflé un peu, mais en tout cas réel. En 1926, il réunit des élites à la fois politiques, artistiques, intellectuelles, avec un certain nombre de gestes forts, notamment une accolade que se donne un étudiant français, Jean Lucher, qui représente à cette époque-là les jeunesses républicaines de France, et un Allemand, Walter Engesser, qui est le président de la section étudiante berlinoise de Pan-Europe, le mouvement donc de Coudenhove. Tous deux s'engagent par serment à ne pas oublier notre devoir de convaincre l'ensemble de la jeunesse de notre pays en faveur de la Pan-Europe. La jeunesse est assez mobilisée de manière privilégiée par ces mouvements européens. Malheureusement, ces mouvements se font souvent concurrence, ils sont entraînés parfois dans des rivalités assez stériles, et finalement on peut se demander si une nouvelle guerre n'éclatera pas entre ces organisations. En même temps, émerge un certain nombre de figures du combat pro-européen. Coudenhove-Kalergi devient un militant européen professionnel, pourrait-on dire, et il n'est pas le seul. On peut penser à un journaliste et économiste français qui s'appelle Francis Delézy, qui devient une véritable vedette de l'européisme et qui multiplie les conférences à travers toute l'Europe, Bruxelles, Francfort, Berlin, Varsovie, Vilna, Cracovie, Vienne, Budapest, Belgrade. Le débat européen de l'entre-deux-guerres déborde assez largement du cadre des mouvements pro-européens. Et finalement, un certain nombre de cercles intellectuels, de revues, vont s'intéresser à la question et sont des tribunes de choix pour les partisans de l'unité européenne. Je penserai par exemple à la Revue de Genève, je pense aussi à la revue Nord und Süd ou à l'Europe Nouvelle en France. Un industriel de l'acier luxembourgeois, Emil Mayrisch, réunit dans son château au Luxembourg, à Colpart, un certain nombre d'industriels français et allemands, mais aussi des professeurs, des hommes de culture, des hauts fonctionnaires, des diplomates, afin de préparer spécifiquement les esprits au rapprochement franco-allemand. Cette initiative débouchera en 1926 sur la création de l'Entente internationale de l'acier, qui est un accord entre sidérurgistes français, allemands, belges, luxembourgeois, etc. Malgré tout, vous l'avez noté, l'idée européenne reste confinée à une élite européenne et aucun militantisme de masse ne voit le jour dans le courant des années 20. D'autre part, la question des souverainetés nationales se pose de manière centrale et conduit finalement à des projets européens qui sont assez souples du point de vue de l'organisation juridique. On parle à cette époque-là souvent d'États-Unis d'Europe ou de fédération européenne, mais il ne s'agit en réalité que de simples confédérations, voire même associations européennes assez lâches. Pour beaucoup, c'est par l'unité économique de l'Europe que l'on pourra agir. Et notamment, on va développer l'idée d'une organisation des producteurs européens par secteur, l'idée de généraliser le processus des cartels, des ententes,
afin, comment dirais-je, d'assurer une unité économique européenne. C'est l'idée promue par un industriel et homme politique français qui s'appelle Louis Loucheur et qui appellera à la tenue d'une conférence économique internationale qui se tient à Genève en 1927. Mais les idées portées par Louis Loucheur ne seront pas comment dirais-je, acceptées, et finalement cette conférence ne fera que rappeler la nécessité d'abaisser les barrières douanières. Alors pour finir, il faut insister sur l'échec de cette paix par l'unité européenne. Le projet européen, on a vu, suscite un débat. Elle prend de l'importance et notamment cette idée européenne rentre pour la première fois de son histoire dans le champ diplomatique et politique, puisque grâce au ministre français des Affaires étrangères, Aristide Briand, eh bien, le projet européen est soumis à toutes les chancelleries européennes. En effet, c'est le 5 septembre 1929, devant l'Assemblée de la Société des Nations à Genève, que Briand propose de créer entre les peuples européens, je le cite, une sorte de lien fédéral européen. À cette époque-là, Briand est devenu le pèlerin de la paix et il croit opportun de reprendre à son compte les revendications d'un courant européiste qu'il a lui-même encouragé depuis le milieu des années 20, en parrainant notamment un certain nombre d'organisations pro-européennes. Mais au-delà de la référence à l'idéal européen, qui lui sert surtout de relais auprès des opinions publiques, Briand a à l'esprit les préoccupations du moment, qui sont notamment les blocages dans le domaine économique, les mesures donc proposées par la conférence de 1927 n'ayant pas été entendues. Il s'agit en quelque sorte de mettre un terme, un frein en tout cas, à l'accroissement des tarifs douaniers et donc de diminuer le protectionnisme européen. C'est pour ça que dans son discours de septembre 1929, il indique que l'association agira surtout dans le domaine économique. C'est la question la plus pressante, dit-il. Mais Briand, incontestablement, agit aussi en français et il est obsédé, comme tous les Français de cette époque, par le problème de la sécurité de la France, qui est mal garantie, et il s'inquiète aussi quand même des tensions qui naissent en Europe, autour notamment des minorités nationales. Il s'inquiète évidemment de la solidité de la République de Weimar, de la tentation du réarmement par l'Allemagne. Son projet est donc aussi politique. Il s'agit donc de compléter le système de garantie que Locarno, en 1925, avait contribué à faire naître, mais qui reste incomplet, notamment en Europe de l'Est. Le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, vont donc élaborer un mémorandum en mai 1930 qui précise donc l'organisation d'un régime d'union fédérale européenne. C'est le titre qui est choisi. Ce mémorandum est d'ailleurs rédigé par un diplomate écrivain ou écrivain diplomate, Alexis Léger, Saint-Jean-de-Perse, son nom de plume. Et ce mémorandum donc, est adressé aux 26 États européens de la Société des Nations, évoque l'idée d'une union fédérale européenne qui serait donc chargée d'institutionnaliser le dialogue entre les États européens dans le cadre de la Société des Nations, et il est bien précisé sur le plan de la souveraineté absolue et de l'entière indépendance politique des États membres. Ce plan donc est bien l'incarnation d'une pensée européiste assez pragmatique dans les années 20 qui à la fois cherche à renvoyer au mythe mobilisateur de la fédération européenne tout en promettant de l'autre côté de ne pas toucher aux souverainetés nationales. Une contradiction évidemment qui est soulevée à cette époque-là par d'éminents juristes. Le projet français est accueilli avec un certain nombre de réticences par les gouvernements européens. Dans leur réponse, et d'ailleurs il faut noter que tous les gouvernements européens répondent au projet français, eh bien dans leur réponse, beaucoup attaquent la future organisation européenne sur différents points. On lui reproche finalement de faire double emploi avec la Société des Nations, de lui nuire en quelque sorte, en sachant que la moitié des membres de la SDN sont des États européens.
On critique la structure trop lourde qui est prévue, on conteste la priorité du politique sur l'économique et on pose aussi évidemment la question des États non membres de la Société-Nation, notamment la Russie et la Turquie. Le retournement de la conjoncture économique à partir de 1929-30, l'évolution diplomatique internationale, notamment le durcissement de la politique allemande à l'égard de la France, les Allemands disant de manière discrète qu'ils prévoient d'enterrer de première classe le plan français, eh bien, va avoir raison du projet européen. Et en septembre 1930, il ne sort de tous ces débats qu'une modeste commission d'études pour l'Union européenne au sein de la Société-Nation. Et quand on crée une commission, c'est souvent pour enterrer un projet, et c'est ce qui arrive rapidement. L'activité de cette commission est paralysée, et finalement, cette ferveur européiste des années 20 ne débouchera pas sur une réelle construction européenne. Les nombreuses réflexions européistes de cette époque que j'ai rapidement évoquées se heurtent au contexte international du temps, qui obère les possibilités de réaliser une Union européenne concrète. Les méfiances entre États européens sont encore trop fortes à la fin des années 20 et beaucoup d'États, à commencer par l'Allemagne, veulent voir dans le projet d'unité européenne porté par la France une nouvelle manifestation de l'impérialisme français. La dégradation progressive des rapports internationaux en raison de la dépression économique, la montée des nationalismes en Europe ont donc raison de l'idée européenne, même si celle-ci persiste dans les années 30, davantage d'ailleurs sous la forme de projets régionaux qui pourraient être le prélude d'une plus vaste unification du continent européen, mais celle-ci n'interviendra qu'au lendemain d'une nouvelle guerre mondiale. Je vous remercie.